Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 14h à Rabat au Maroc. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Face à la crise multidimensionnelle, les leaders religieux du Mali proposent des recettes au gouvernement. Elles sont contenues dans un document bientôt entre les mains des autorités. Une délégation des confessions religieuses était hier chez le Premier ministre. Plus de 8 millions de Camerounais votent demain dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le ministre de l'administration territoriale était hier face à la presse pour une mise au point et une mise en garde. Au Maroc, le roi Mohamed VI prend la parole face à la colère de la jeunesse. À l'ouverture de la session parlementaire, le souverain rappelle ses priorités, l'emploi des jeunes, l'éducation ou encore la santé. En France, le président Emmanuel Macron joue la carte de la répétition. Le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu reste à Matignon, non pas sans conséquences. L'Afrique doit encore patienter avant de connaître tous ses qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. La 9e journée des éliminatoires n'a pas permis d'y voir clair. Dans le dossier culture de cette édition, nous irons à la découverte du parrain du mois d'octobre. Son nom, Djadje Yacouba Djanogo, ancien ministre de la Culture. Clin d'œil de Chokmar Sangaré à ce fervent défenseur de la culture en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Face aux préoccupations de l'heure, les confessions religieuses du Mali veulent agir. Elles travaillent sur un document qui sera bientôt remis aux autorités de la transition pour une sortie de la crise. Une délégation de leaders religieux était hier à la primature pour partager l'information avec le Premier ministre. Les hôtes du chef du gouvernement déclarent qu'ils ont une obligation de mettre tout leur poids dans la balance pour stabiliser le pays. On en parle avec Mamari Kone. En se rendant à la primature, les confessions religieuses de notre pays sont venues recueillir les préoccupations majeures des autorités. Les orientations du chef du gouvernement et prier pour le Mali. C'est le président du Haut Conseil islamique, Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui exprime au nom des confessions religieuses le soutien aux autorités de la transition. Dans leurs interventions, les responsables du Haut Conseil islamique, de l'Église catholique et de l'Église protestante ont insisté sur la nécessité de se mettre ensemble pour aider les autorités du pays. Ces fêtières et d'autres organisations réfléchissent en ce moment pour soumettre un document au gouvernement. Dr Ousmane Traoré, porte-parole des confessions religieuses. Donc nous, en tant que les leaders religieux, nous sommes des citoyens et nous avons un grand devoir à jouer et un grand rôle à exécuter et à réaliser dans les domaines de la sécurité et dans les domaines de la stabilité du pays. Donc nous sommes venus pour présenter notre doléance et pour montrer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes à leur disposition pour que ce pays puisse être un pays stable par la grâce d'Allah. Le Premier ministre a salué cette démarche des confessions religieuses tout en les saluant au nom du chef de l'État pour les efforts visibles qu'elles font au quotidien dans la stabilisation du pays. Le chef du gouvernement les a assurés que les autorités mettront tout en œuvre pour sécuriser le pays. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de Resolute Mining conduite par son président directeur général. Cette société minière qui opère à Siama est venue réaffirmer sa disponibilité à investir au Mali. Occasion pour son PDG de saluer la nouvelle vision des autorités maliennes pour que l'or brille pour tous les Maliens. Christopher Eger, PDG de Resolute Mining. Resolute Mining est là depuis très longtemps. On a eu des problèmes et des challenges, mais on commence à travailler avec le gouvernement. Aujourd'hui, on a la mine à Siama. On a 2500 personnes qui travaillent là-bas. Pour nous, premièrement, c'est la communauté et pour redonner au Mali. On a déjà dépensé 100 millions de dollars pour faire un investissement dans l'usine. Et pour l'année prochaine et l'année prochaine après ça, on va essayer d'agrandir notre production au Mali. Le Premier ministre a remercié les responsables de Resolute Mining pour le choix porté sur notre pays. Il en a profité pour dénoncer la désinformation des investisseurs avant de dire avec force que tout sera fait pour sécuriser le pays. C'est l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali qui a bouclé la série d'audiences du jour. La délégation est venue remettre un mémorandum au chef du gouvernement. Un mémorandum qui retrace les actions phares de la transition et les difficultés auxquelles est confrontée l'amicale. Dr Abdoulaye Amadoussi, président de l'amicale des anciens ambassadeurs et conseillers généraux du Mali. Un mémorandum qui concerne les actions menées par le gouvernement maintenant et dans un passé récent, qui, grâce à la bravoure des forces armées et de sécurité, le Mali a recouvré l'entièreté
de son territoire. Ceci est la chose la plus importante à nos yeux. Deuxièmement, le problème de la diplomatie. Nous souhaitons vivement que le Mali continue à mener ce qu'on appelle une diplomatie de développement. La diplomatie de développement, ce n'est pas seulement rester là dans les différents accords qui sont sans fruit, mais qui restaurent la paix entièrement chez nous. En retour, le Premier ministre a salué l'engagement et la détermination de l'amicale aux côtés des autorités de la transition. Le chef du gouvernement a pris bonne note des doléances de l'amicale. L'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali a pour mission, entre autres, de développer et d'entretenir les liens de fraternité entre les membres, donner au pouvoir public ses avis sur la vie de la nation et contribuer à la formation des jeunes diplomates. Oui, former des jeunes en bonne santé mentale, car nombre d'entre eux souffrent aujourd'hui des problèmes psychiatriques. La gravité de la pathologie a amené la communauté mondiale à observer une journée pour attirer l'attention de l'opinion sur la nécessité de préserver la santé mentale. Le Mali a marqué hier l'événement autour du thème « Accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe ». Une tribune de plaidoyer pour une meilleure compréhension des besoins des professionnels du domaine. Awa Traoré y était pour Mali Actualité. Témoignage aussi pertinent et poignant que celui de Fatim Pamatek, ancienne pensionnaire du CHU du Pongé, qui nous raconte son vécu. Un récit qui sonne comme une sensibilisation sur le bien-être mental. De 2010. J'ai été internée à l'hôpital du Pongé depuis 2010. Je souffrais de maladies mentales et j'ai mis du temps à guérir. Aujourd'hui, je remercie Dieu et le personnel du service psychiatrie du Pongé pour leur travail acharné. J'exhorte les autorités et toutes les bonnes volontés à appuyer cette structure dans la prise en charge des malades mentaux. Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, qui a présidé la cérémonie, a promis des améliorations éminentes dans ce domaine. Notre pays dispose d'atouts significatifs qui méritent d'être soulignés. L'existence de filières de formation spécialisées pour les médecins psychiatres, les infirmiers en santé mentale et les travailleurs sociaux. L'adoption récente du plan stratégique national de santé mentale et de soutien psychosocial qui constitue une feuille de route multisectorielle et inclusive. Quant aux professionnels du domaine, ils ont porté un manteau d'avocats pour sensibilisation et plaidoyer. Professeur Souleymane Koulibaly, psychologue clinicien au CHU du Pongé. Le besoin est là, mais le besoin n'est pas compris. La santé mentale a été confondue avec la maladie mentale. C'est ça qui fait. La maladie mentale, c'est comme l'arbre qui a caché la forêt. La psychiatrie a caché la santé mentale. La psychiatrie, ce sont les troubles mentaux que les gens vont présenter. Les troubles mentaux. La maladie mentale, comme ce que vous appelez la folie, et ça, c'est un petit aspect de la santé mentale. Cette célébration a permis à de nombreuses personnes d'acquérir de nouvelles connaissances en matière de santé mentale. Diarra Kadibari, marraine. Notre pays porte une responsabilité historique, celle de protéger la santé mentale de ses enfants, de ses jeunes, de ses communautés. Cela nécessite de créer les conditions favorables au développement d'une identité positive, notamment chez les enfants, afin qu'ils se sentent pleinement reconnus et valorisés. Comme on le constate, point de santé sans santé mentale et du bien-être mental. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, la Côte d'Ivoire, où la campagne électorale pour la présidentielle s'est ouverte hier. Des meetings, des caravanes, des rencontres avec des groupes socio-professionnels vont meubler les 2 semaines de campagne. Le candidat Jean-Louis Bilon démarre, lui, sa campagne par une parade dans la commune abidjanaise de Koumassi. Même démarche pour Awa Domelo, qui se présente en candidat indépendant. Il anime une rencontre à Kogodi avant d'enchaîner sur un meeting à Bouaké, au centre du pays. L'ancienne première dame Simone Eivé sera à Boisflé pour aller à la rencontre des producteurs de cacao présents dans cette ville. L'autre femme de ce scrutin, Ariette Lagou, sera aussi dans le centre. Elle tient un meeting le 13 octobre à Daokoro, le fief du PDCI. Enfin, le chef de l'État sortant Alassane Ouattara anime un meeting ce samedi à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Si la campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire, au Cameroun, elle s'est achevée depuis hier. Plus de 8 millions de Camerounais votent demain dimanche pour le premier tour de
l'élection présidentielle. Le ministre de l'administration territoriale était hier face à la presse pour rappeler la législation concernant la proclamation des résultats du scrutin. Selon Paul Atanguindji, seul le Conseil constitutionnel est habilité à les donner avant de mettre en garde. Aucune infraction à la règle ne sera tolérée. Même fermeté de la part du collectif Gen Z 212 au Maroc qui annonce une suspension ce week-end des manifestations avant une nouvelle mobilisation contre le gouvernement. Hier, le roi Mohamed VI s'est exprimé devant les deux chambres à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Le souverain a assuré que l'emploi des jeunes, l'éducation et la santé faisaient partie de ses priorités. Il a également souligné les efforts mis en œuvre pour atteindre une plus grande justice sociale afin que les fruits de la croissance profitent à tous. Comme au Maroc, la rue ne décolère pas à Madagascar. La répression s'est durcie face au mouvement de protestation. Depuis 2 jours, les forces de sécurité font face aux manifestants avec plus de fermeté. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a une fois de plus interpellé l'État malgache et appelé les forces de sécurité à s'abstenir de tout recours à la force dite inutile. La protection des droits humains était essentielle dans le maintien de l'ordre et de la stabilité, a-t-il rappelé dans son communiqué. Pas de contestation en Éthiopie, mais plutôt un bol d'air frais pour l'économie nationale. Le pays génère 540 millions de dollars américains grâce à ses exportations de café au cours des 2 derniers mois. Selon l'autorité éthiopienne du café et du thé, ces chiffres marquent un bon début pour l'exercice 2025-2026. Le pays a maintenant pour objectif de réaliser jusqu'à 600 000 tonnes d'exportation et 3 milliards de dollars cette année. Ces résultats sont liés en partie aux réformes en cours dans la chaîne d'approvisionnement du café qui ont permis d'augmenter les ventes directes des producteurs aux acheteurs internationaux et rationaliser le processus d'exportation. Au même moment, l'Union européenne promet plus de 11 millions d'euros pour booster la croissance de l'Afrique du Sud. L'annonce est faite par la présidente de l'UE au forum d'investissement qui s'est achevé hier à Bruxelles. L'enveloppe devrait servir à financer des projets liés à la transition énergétique, à l'industrie pharmaceutique ou au développement des infrastructures. Les relations entre Pretoria et Bruxelles semblent désormais au beau fixe après une période de friction lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et bouclons ce tour d'horizon par la France. Pas de dissolution, encore moins de démission, mais plutôt des répétitions. Le nouveau Premier ministre n'est autre que Sébastien Lecornu qui revient à Matignon. Le président Emmanuel Macron choisit finalement l'option qu'il avait privilégiée depuis le début sans tenir compte des oppositions à ses choix. Accusé de vouloir garder la main à tout prix, il a tout de même fait savoir qu'il donnait carte blanche à Sébastien Lecornu pour tenter de former un nouveau gouvernement. Nous revenons ici à Bamako où les acteurs du secteur privé se mobilisent pour la finance climatique. Ils sont réunis pour élaborer un plan d'action national qui doit servir d'outil de référence pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Cette rencontre fait suite aux concertations régionales avec un seul objectif, mobiliser plus autour de la cause juste. Le compte-rendu est signé Tchomoko Konaté. Dégradation de l'écosystème, pression sur les ressources en eau, augmentation des risques d'insécurité alimentaire et sanitaire. Les conséquences des changements climatiques sont multiples et variées et du coup impose la nécessité de renforcer la résilience de la population. Pour y parvenir, le secteur privé est d'un apport déterminant. Berthe Menia Bengali, vice-présidente du Conseil national du patronat du Mali. Nous croyons fermement que le développement durable ne peut se faire sans un secteur privé responsabilisé, conscient et engagé. Les questions environnementales ne doivent plus être perçues comme une contrainte réglementaire, mais comme une opportunité de modernisation, de compétitivité et d'investissement. Le secteur privé, véritable moteur de création d'emplois et de revenus par ricochet, sera donc mis à contribution en matière d'accès à la finance climatique à l'échelle internationale. Mais il s'agit au préalable d'élaborer un plan d'action national incluant les besoins spécifiques. Cette rencontre qui s'inscrit dans ce cadre est une étape stratégique d'une série de concertations tenues dans les régions de Kaya, Koulekoro, Sigasso, Ségou et Mopti. Sékou Kone, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Face à l'insuffisance des ressources publiques, la finance climatique apparaît comme une source potentielle de financement ouverte aux projets solides, ambitieux et bancables. Cette finance climatique mobilisable à travers des mécanismes comme le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial constitue aujourd'hui une véritable fenêtre d'opportunité pour le secteur privé malien. À l'issue de cette session de 2 jours, il est attendu un projet de document qui sera validé au cours d'une rencontre de haut niveau.
Dans l'actu des sports, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Il faut désormais attendre la dernière journée pour connaître les autres pays qualifiés et ceux retenus pour les barrages. Au Chili, en revanche, les choses se précisent plus. Le mondial des moins de 20 ans garçons est au stade des quarts de finale et le Maroc est désormais le seul représentant du continent. Au Mali, l'actualité sportive reste dominée par le tournoi UEFA de football. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature des Famoury Djourté. Tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, fois zone A des moins de 17 ans garçons, Mali 2025, la troisième journée des groupes démarre ce samedi. Dans le groupe A, le Mali joue contre la Gambie au stade Mamadou Konaté. La Guinée-Bissau sera face au Libéria au stade Wenzen Koulibaly. Les deux rencontres se jouent en simultané à 16h. Les cadets maliens sont en tête avec 4 points à égalité de points avec la Guinée-Bissau, mais avec un meilleur goal average, plus 6 pour le Mali et plus 2 pour la Guinée-Bissau. Dimanche, dans le groupe B, la Guinée, leader du groupe avec 4 points, affronte la Sierra Leone au stade Wenzen Koulibaly. Le Sénégal, tenant du titre qui compte 2 points, joue sa survie contre la Mauritanie, dauphin de la Guinée, avec 3 points. Ce sera au stade Mamadou Konaté. Ces deux matchs se disputeront également en simultané à 16h. Sur le continent, la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée ce vendredi. Une journée qui a permis de voir une nouvelle configuration dans les groupes. Dans le groupe A, l'Égypte résiste à l'adversité du Burkina Faso et se qualifie à la Coupe du Monde. Les étalons du Burkina Faso vont devoir aller chercher une place parmi les meilleurs deuxièmes. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte sont les qualifiés pour le moment en Afrique. Dans les autres groupes, la bataille aura lieu jusqu'à la dernière journée. Dans le groupe B, le Sénégal, avec 2 points d'avance sur la République démocratique du Congo, affrontera la Mauritanie mardi 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions de la Teranga doivent s'imposer pour valider leur ticket direct pour la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe C, le Bénin a 17 points, Afrique du Sud 15 et 14 pour le Nigeria. Mardi, le Bénin se déplace pour la dernière journée au Nigeria pendant que l'Afrique du Sud recevra le Rwanda. Dans le groupe D, le Cap-Vert est en pole position avec 20 points devant le Cameroun 18. Dans le groupe F, malgré le large succès 7-0 de la Côte d'Ivoire sur les Seychelles, la qualification n'est toujours pas acquise. Les éléphants avec 23 points restent sous la menace des Panthères du Gabon qui ont 22 points. Dans le groupe I, le Ghana est très proche de la qualif. Néanmoins, les Black Stars sont toujours titillés par les Baréas qui se déplacent ce dimanche pour défier les Aigles du Mali au compte de la 10e et dernière journée. Une rencontre prévue au stade du 26 mars de Bamako à 19h. L'effectif de la sélection malienne a été renforcé par les arrivées du gardien de but, Ngolo Traoré et Gaussou Diakité, en plus du capitaine Yves Bissouma. Malgré l'élimination de la course au mondial 2026, l'objectif est clair pour les Aigles. Ils veulent conclure cette campagne sur une note positive et offrir une victoire à leur public. Un succès contre Madagascar serait un signal fort. Il marquerait une transition positive avant de se focaliser entièrement sur l'objectif majeur, désormais dans le viseur, la CAN 2026 au Maroc. Hors du continent, toujours en football, la Coupe du Monde de moins de 20 ans, les Lionceaux de l'Atlas du Maroc poursuivent leur aventure au Chili et sont désormais fixés sur leur prochain adversaire en quart de finale. Le Maroc se mesurera aux États-Unis dimanche 12 octobre à 22h GMT. Les affiches des quarts de finale se présentent comme suit. Ce samedi, 11 octobre, l'Espagne joue contre la Colombie à 22h. Dimanche, à 1h du matin, le Mexique sera face à l'Argentine. À 22h, États-Unis jouent contre le Maroc. Et lundi, à 1h du matin, la Norvège et la France s'expliqueront. Page Mali Culture 2025. Dans le dossier culture de cette édition, partons à la découverte du parrain du mois d'octobre qui a plusieurs cordes à son arc. Enseignant, ancien ministre de la Culture, ancien consul honoraire et ancien ambassadeur, Djadje Yacouba Danyoko, dont il s'agit, est attaché aux valeurs culturelles. Dans le cadre de l'année de la culture, le département de tutelle lui rend hommage. Clin d'œil de Cheikh Oumar Sangaré. Djadje Yacouba Danyoko a vu le jour en 1949 à Dakar où il fréquente l'école primaire à partir de 1956. Après le lycée, il intègre l'université de Dakar tout en portant jalousement le Mali nouvellement indépendant dans son cœur. Un Malien qui retourne fièrement au Bercail pour poursuivre ses études à l'école normale supérieure ENSUP, d'où il sort avec une maîtrise en littérature comparée. Après, ce fut une longue et riche carrière d'enseignant qui débute au lycée franco-arabe de Tombouctou, actuel lycée Mahaman Alassane Aïdara Elmat, pour se poursuivre au lycée régional de Ségou, actuel lycée Cabral.
Après ce périple dans l'enseignement, Djadje retourne à Bamako pour d'autres fonctions. Nous sommes en 1979 et les portes de la culture s'ouvrent pour l'homme. Ainsi, après l'INA, il devient en 1982 conseiller technique au ministère des Sports, des Arts et de la Culture, chargé de la coopération avec l'UNESCO et la francophonie, directeur du cabinet du ministre des Sports, des Arts et de la Culture entre 1983 et 1988, directeur national de l'éducation physique et des sports, directeur national des Arts et de la Culture avant d'être en 1991 ministre de la Culture, des Sports et de la Promotion des Jeunes. Ces hautes fonctions ont forgé sa conviction sur la consistance du patrimoine culturel national. De 1993 à 2004, M. Danyoko dirige l'Agence sahélienne pour l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme avant de commencer une carrière diplomatique. Consul honoraire du Portugal au Mali de 2005 à 2011 et ambassadeur du Mali au Gabon, au Cameroun et en Centrafrique entre 2012 et 2017. Au-delà du Mali, l'homme est un fervent défenseur de l'africanité et il les clame partout, comme ici, sur le plateau de l'émission Tribune de vérité de l'ORTM. Je me suis amusé un jour à faire l'inventaire de tous les termes péjoratifs dans lesquels l'adjectif noir, depuis les idées noires, l'âme noire, même vous, à la télé, vous y êtes allé avec la page noire quand il s'agit, alors qu'il faut dire que c'est la page nécrologique. M. Danyoko a une vie associative bien remplie. Membre fondateur de l'Association pour le développement de Logos Aboussiré ADLS, du Forum pour un autre Mali Forum, du mouvement fédéraliste panafricain MFPA, entre autres. Du haut de ses 76 ans, Djadje garde encore une forme olympique avec comme secret le sport pour le bien-être. Djadje Yacouba a publié de nombreux articles et études tout en animant couramment des conférences. Il œuvre beaucoup pour l'émergence d'une conscience patriotique chez la jeune génération. Face à la crise que le pays connaît, les septuagénaires appellent à l'union sacrée autour de la patrie. Le chevalier de l'ordre national est un polyglotte. Il parle notamment bambara, kasunké, wolof, français, anglais, espagnol et portugais. C'est ce grand homme de culture épris des valeurs patriotiques et panafricanistes que le département en charge de la culture a choisi comme parrain du mois d'octobre de l'année de la culture. Merci Ishak Mar Sangare. Cette page culture met un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité. À la mise en onde, Abse Traoré, à la mise en ligne, Badji Touré, au micro, Brahma Traoré. Ne décrochez pas juste après moi, Kanikita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.